Amis du puzzle de la vérité, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission qui aujourd'hui va avoir un cadre très particulier. Alors mon invité, il doit être pas tellement loin, il s'appelle Frédéric Fabre. Est-ce qu'il est là? Oui, je suis là, bonjour. Bonjour Frédéric. Bon, Mm. Frédéric, on a dit qu'on allait se tutoyer pour que ça soit plus confortable, d'accord? Oui, bah Même oui, si nous, c'est mieux. même si on échange Euh, déjà depuis pas mal de temps entre nous par email, d'accord? Donc Voilà, effectivement, tout à tu vas fait. On a notamment échangé sur on s'est rencontrés sur les problèmes très importants qui sont en train de se solutionner maintenant, heureusement, des D'accord, liquidations judiciaires qui duraient pendant 20 et 30 ans, ce ok. qui était complètement inadmissible. Bon, maintenant, le gros problème qu'on a actuellement, effectivement, c'est les enfants. C'est pour ça que Alors, j'accorde très peu d'interviews dans ma carrière professionnelle. J'ai quand même 20 ans d'expérience. d'accord. Mais Tu te là, présentes? je tenais à te l'accorder pour qu'on puisse avancer sur le sujet, quoi. Bon, d'accord. Mm. Alors, grossièrement, est-ce que tu peux te présenter et dire bon comment tu fonctionnes pour que les gens Bon, voilà. comprennent bien? Alors, moi, je suis le fondé de pouvoir des représentants auprès de l'ONU, c'est-à-dire exactement devant les comités de l'ONU et devant la Cour européenne des droits de l'homme. J'ai créé FBLS net en 2004 sous l'égide de la Cour européenne des droits de l'homme, à l'époque où la Cour européenne des droits de l'homme fonctionnait très très bien. On en reparlera par la suite. Et c'est à la suite de la création de si tu veux, de ce site que j'ai compris que je pouvais aussi mettre des modèles juridiques pour servir tout le monde. C'est pour ça que le site est devenu ensuite aussi un site de représentation de modèles juridiques. Bon. D'accord. Et Après, sur donc, ta partie, le travail, voilà, le travail que je fais essentiellement, c'est en fait de représenter les requérants qui ont, et ça c'est très important, épuisé les voies de recours internes jusqu'à jusqu'à l'ONU, essentiellement le plus efficace actuellement quand on est français. Ce n'est pas forcément le cas pour les autres pays européens, mais quand on est français. Donc, d'accord. on ne peut pas m'appeler maître. C'est pour ça que je voulais intervenir là-dessus, car je ne suis pas inscrit au barreau en France pour la bonne et simple raison que la loi Macron de 2015 a été bloquée. C'est-à-dire que la loi Macron prévoyait que quand on pouvait s'inscrire à un barreau, on pouvait plaider sur toute la France. Elle était bloquée par les avocats pour des raisons purement financières. Donc, à la suite de ça, j'ai décidé de ne pas m'inscrire et de garder ma liberté de parole. C'est pour ça que là, je suis D'accord. avec toi actuellement. Et je commence très directement d'ailleurs, puisque on va commencer directement dans le vif du sujet. Et on va commencer par la notion de quota. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le placement d'enfants, qu'il soit abusif ou non, il est dans tous les cas effroyable et irréversible. C'est-à-dire D'accord. que la famille est dissoute sur un placement d'enfant. Ça, il faut bien le comprendre. Alors, c'est d'autant plus grave que les enfants, d'autant plus grave quand c'est abusif. En fait. Or, Ah oui. le calcul du chiffre que l'on sort actuellement de 90 000 placements abusifs par an, qui est énorme. Alors, c'est un calcul que maintenant est repris, que j'ai calculé simplement par rapport au rapport de la Cour des comptes de 2020 qui prend les chiffres jusqu'en 2018, puisque malheureusement, on a 2 ans de retard. C'est-à-dire que Ouais. dans tous les chiffres officiels, nous, on ne sait pas ce qui se passe, par exemple, en 2021, aujourd'hui, alors on se parle tous les deux, en 2021, en 2022. D'accord. On a les derniers chiffres que j'ai regardés hier, est en 2020, qui sont porteurs d'espoir. D'accord. Et donc, j'ai pris ce chiffre de la Cour des comptes et par rapport au calcul de l'IGAS qui dit simplement que 50% des placements en France sont abusifs. On arrivait à 90 000. Il y a un livre là qui se vend très bien, qui a repris ces chiffres. Tant mieux parce que au moins les idées avancent. Mais aujourd'hui, heureusement, on est en baisse. C'est-à-dire que en 2020, on peut calculer à 70 000 les placements abusifs, toujours par le même système de calcul.
c'est-à-dire le nombre de placements de mineurs. Je parle de mineurs parce que le chiffre actuel calcule aussi, tu sais, les jeunes majeurs jusqu'à 21 ans. Et là, bon, dans les jeunes majeurs, il y a, on les interroge quand même. C'est pas comme un gosse de 5-6 ans qu'on marque. D'accord. D'accord. Donc, on a 140 000 placements en 2020. Et donc, on peut dire 1 sur 2, toujours le rapport IGAS, parce que ça commence à s'améliorer, mais il reste encore. On arrive à 70 000. Donc, on a une amélioration. C'est ce qui fait que j'arrive ici pour dire au moment où il y a un formidable espoir, on peut récupérer ces enfants. Il y a une procédure à mener pour récupérer ces enfants. Et je ne dis pas que c'est facile, attention. Il faudra toujours se battre avec les dents, mais on y arrive. Un peu, mais alors, il y a aussi un comportement adéquat des parents. Alors, on va commencer sur cette notion d'avocat. D'accord. Alors, sur cette notion d'avocat, bon, on a 70 000 avocats en France. D'accord, ça, c'est le chiffre qu'il faut garder. Bon, on a à peu près 40 000 avocats incompétents. Hein, c'est horrible ce que je dis, mais c'est la réalité. Pourtant, ils ont des centres de formation, ils doivent discuter d'opinion autrement. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de réactualisation, il n'y a pas de. Ils sont plus à protéger, à courir après leurs frais de cabinet à assurer, si vous voulez, qu'à passer du temps à se former, tout ça. Alors, heureusement, il y a 30 000 avocats compétents à côté. Bon, le problème, c'est que l'enfance, c'est le parent pauvre sur le sujet. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne rapporte pas. Hein. C'est beaucoup plus intéressant d'être avocat du droit des affaires, de ce genre de choses, de se spécialiser dans des domaines très pointus, que malheureusement de s'occuper de ça. Alors là, j'ai vu des choses effarantes sur lesquelles je dois le dire très clairement. J'ai vu, par exemple, des avocats me dire que leurs conclusions étaient prêtes, d'accord, alors qu'ils n'avaient même pas reçu le dossier du parent. D'accord. Alors, je ne Ouais. sais pas, ils doivent faire, si tu veux, un truc, mais ça, c'est courant. Hein. Donc, ça, c'est une chose. La première chose que les parents doivent comprendre, ça ne sert à rien de dépenser des frais, des frais d'avocat à en perdre des appartements et des maisons, parce que je le vois. Hein. Ça ne sert à rien parce que c'est de l'argent presque jeté malheureusement par la fenêtre. Ouais. Le système des enfants, si vous voulez, le système de la justice pour enfants, le juge a énormément de compétences, écoute l'avocat parce qu'il faut l'écouter, d'accord, et souvent les avocats ne disent pas ce qu'il faut dire et disent parfois et trop souvent ce qu'il ne faut pas dire. Donc ça, c'est un premier point. Il y a par tribunaux 2, 3 avocats qui se sont spécialisés dans le domaine, qui connaissent bien les juges. Bon, ceux-là encore, on peut s'en sortir, mais souvent, ils travaillent plutôt pour la partie adverse, c'est-à-dire qu'ils travaillent plus pour le département, les services de l'ASE et les Ouais. associations. Ouais. Donc, alors ceux-là auront tendance pas forcément à seront pieds et mains liés pour vous défendre. Hein, on va le dire très, très diplomatiquement. Hein. Ouais. Ouais, c'est de la vraie diplomatie, hein, parce que ça pourrait être plus méchant Oui. de la manière de le qualifier, mais moi, je le qualifie dans d'autres vidéos. D'accord. Hein, Ouais, il n'y a pas voilà. de souci. Hein, donc, voilà. Mais la raison, elle est là, si tu veux. Hein, c'est-à-dire qu'après, ils vont plus se faire nommer par les procureurs pour défendre les enfants. Il y a un dossier parce que forcément, comme je ne peux pas plaider au barreau, j'ai quand même un réseau d'avocats qui travaillent pour moi parce que des fois, je suis obligé d'aller mettre les mains dans le charbon, et c'est surtout le cas pour les enfants d'ailleurs, pour aller récupérer les enfants les mains dans le charbon dans le tribunal interne. Alors en général, c'est moi qui fais les conclusions, et l'avocat les signe, il les plaintes, et voilà, les choses se passent assez simplement comme ça. Mais voilà, oui, bon, il faut des fois organiser parce que si tu veux, on en reviendra après sur la défense, il faut dès le départ
indiquer très clairement les textes internationaux, il est visé, d'accord, de façon à ce qu'on appelle l'épuisement des voies de recours. J'y reviendrai plus tard, on va avancer. Donc, sur les avocats, voilà, pas besoin. Les parents qui récupèrent leurs enfants vont eux-mêmes, voilà, et plaident eux-mêmes, d'accord. Alors, avec des textes qui peuvent se faire conseiller. Et cette idée est en train de progresser en ce moment et est en train d'être comprise. Donc, ça veut dire qu'il faut que le parent soit fort. Or, je m'aperçois qu'effectivement, je vous l'ai dit, c'est effroyable, irréversible, un placement. En plus, des fois, ils vont les chercher directement à l'école, ce qui fait que moi, quand je récupère les gosses, ben, les gosses, ils veulent plus aller à l'école parce qu'ils ont peur que l'ASE vienne les rechercher. Hein, on se retrouverait presque dans les mauvaises années où Papon dirigeait Bordeaux, parce que c'est le même système, si vous voulez. Hein, on ressemble. Ah ouais, Hein, non, sauf mais que là, les gosses repartent à l'ASE, attention, hein, toute proportion gardée. Hein, j'insiste bien qu'on ne dise pas qu'on est tous les deux des complotistes. Mais on a ce phénomène-là. Donc, moi, j'ai le parent qui est effondré, hein, psychologiquement. Et là, le plus dur, c'est qu'il faut qu'il remonte. C'est-à-dire que les parents qui récupèrent leurs enfants, c'est les parents qui remontent psychologiquement, qui se reconstruisent très très vite et qui deviennent des combattants pour aller chercher leurs enfants et non pas des victimes. Ça, c'est l'information essentielle qu'il faut bien retenir. Or, j'ai des mamans, elles restent victimes pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, pendant ce temps-là, le gosse rentre. D'accord. Si les mamans ou les papas, hein, se remontent tout de suite, se organisent, paraissent des gens raisonnables devant le juge il va se dire, bah, il y a un problème. Donc là, alors, j'arrive maintenant au juge. Deuxième point. Alors, je reprends les chiffres. 8500 juges en France, 30% des juges n'ont rien à faire dans la magistrature. Et ça, c'est un gros problème de profil à l'École nationale de magistrature qui est cadrée. C'est-à-dire qu'en fait, la réduction des juges n'est pas un hasard. Hein, c'est des choix politiques. C'est des choix politiques simplement parce que les politiques ne veulent pas être ennuyés par les juges quand ils font des malversations financières ou des choses comme ça, ils ne veulent pas être suivis. D'accord. Donc là, on réduit le nombre de juges, on les bourre de dossiers. J'ai vu un magistrat à Paris avec 6200 dossiers à traiter. 6200 dossiers en un an, c'est impossible. Donc, et tu vois des juges, et on fait, on formate le recrutement des juges pour prendre des esprits à peu près normaux, je ne vais pas dire médiocres, on ne va pas exagérer, mais disons qui ne peuvent pas gêner. Voilà. Donc, il y en a qui cachent leur intelligence pour pouvoir réussir le concours, il y a ce genre de choses. Et après, arrive à des juges, bon, ils trouvent qu'ils ont assez à travailler, et après, on a tous les dépôts qu'on puisse paraître. Ce nombre de juges, on peut l'avoir à 30%. Alors, j'insiste bien là-dessus, parce que ces juges, on ne sait pas les placer. D'accord. On les place où? Dans les choses qui intéressent le moins, c'est-à-dire le JAF, et là, on revient aux enfants, et beaucoup aux juges des enfants. Je dis beaucoup parce que dans le juge des enfants, alors là, vous êtes dans une roulette russe. Soit vous avez des super juges, soit vous avez des juges très médiocres, mais vous n'avez pas l'entre-deux. D'accord. Parce que le super juge, c'est celui qui a une vraie volonté de s'occuper des enfants. Je donne pas, on ne va pas donner de nom aujourd'hui parce que je ne veux pas que notre vidéo devienne un jeu de personnalité. Mais je prends par exemple, il y a un super juge qui est arrivé à Nevers, elle fait un boulot fantastique, elle a été voir les foyers, elle a été voir les trucs. Bon, ça c'est exceptionnel, quoi. Je veux dire, mais malheureusement, c'est pas ça dans toutes les villes. Hein. Bon, j'insiste sur Nevers parce que le département de Nevers, c'est un des plus gros placements d'enfants en France. Hein. On y reviendra après. Donc ça, sur les juges, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que vous avez, en clair, vous n'avez pas les meilleurs juges. Quoi. Hein, ça, c'est surtout au niveau du JAF. Hein, vous avez les juges qui sont ostracisés, on ne sait pas où les mettre, et ben hop, ils vont se taper le JAF. Hein, ils essayent d'être nommés ailleurs, ils ont des difficultés à se faire nommer ailleurs, et voilà. Quand il y a une faute du juge, n'allez pas au Conseil supérieur de la magistrature. Ça ne sert à rien.
Ils sont là pour vous foutre de se foutre de votre gueule en tant que. Mais, le mot n'est pas trop fort. C'est du mépris. C'est du mépris. C'est du mépris vis-à-vis du justiciable. Et là, c'est là-haut, ils regardent les dossiers. Bon, dossiers que vous écrivez de recours sur ces 5 dernières années. Alors, ces 5 dernières années, j'ai regardé il y a un mois, mais j'ai retenu, il y a à peu près 350 plaintes individuelles. En moyenne, là, ça monte un petit peu à 400 parce que les gens, ils croient au Père Noël. Il y a eu 2 plaintes de retenue. D'accord. Donc, entre 350 et 400. Donc, c'est tout. Voilà, 2 plaintes de retenue. Alors, il faut une réforme. Ils vont faire une réforme. Ils vont essayer de changer les choses. Il y a monsieur le président de le premier président de la Cour de cassation qui a écrit lui-même la réforme pour dire avec ce système-là, on aura plus de chances que les dossiers passent. Bon, on verra. Qui vivra verra. Au moment donc ça ne sert à rien. Là, je vais vous rentrer sur la notion maintenant des difficultés pour se défendre. Sur les difficultés pour se défendre, il faut tout de suite apprendre par cœur la Convention internationale des droits de l'enfant. Vous l'apprenez. Vous regardez quels sont les articles qui vous concernent. Qu'est-ce qui se passe? La Cour européenne, la Convention européenne des droits de l'homme, là, de toute façon, c'est tout simple, c'est l'article 8, et ce n'est que jurisprudentiel de la Cour européenne des droits de l'homme sur le fondement de l'article 8. Là, sur FBLS, vous tapez FBLS, vous avez CEDH ONU, vous avez tous les textes. C'est gratuit, vous regardez, vous lisez, vous avez et vous avez toute la jurisprudence qu'il faut apprendre. C'est important. Voilà, oui, non, c'est assez important, c'est l'intérêt de la chose. Alors, on a des difficultés vous allez avoir des difficultés pour vous défendre. La première, c'est que vous n'avez pas accès au dossier. C'est un scandale. C'est un scandale. Voilà, je n'ai pas encore eu l'occasion de l'évoquer à l'ONU. Je vais peut-être pouvoir l'évoquer là dans le dossier de burn-out de ma collaboratrice qui est en train de parce que là on voit le problème Frédéric, là quand tu nous dis qu'on n'a pas accès au dossier, c'est un viol flagrant du droit au contradictoire. Oui, voilà, tout à fait. Alors, il faut que tu passes par un avocat pour avoir accès au dossier, d'accord? Mais l'avocat, il a des menaces du juge que s'il vous donne le dossier, eh ben, il y aura des sanctions contre lui. Ouais, c'est ça. D'accord, c'est très clair. C'est très clair. Frédéric, je vais être clair avec toi. Moi, je ne tourne pas autour du pot parce que j'ai constaté une chose qui était très simple. Quand un avocat il veut vraiment défendre un dossier sur le monde des enfants, tu as au-dessus de lui ce qu'on appelle une franc-maçonnerie qui casse la carrière des avocats. D'accord? Et j'ai pas peur d'accuser ça par rapport à tous les témoignages vidéo que j'ai déjà mis en ligne. Donc il faut arrêter. C'est-à-dire que l'avocat qui a des fois la bonne foi de pouvoir défendre un dossier, eh ben, il peut pas. Il ne peut pas. Et c'est ce que tu es en train de dire, en fait. Mais ah oui, mais je le dis un peu autrement. On va peut-être parler de la franc-maçonnerie puisque c'est le fantasme. D'accord, la franc-maçonnerie est le fantasme. Bon, alors, pour arriver à un certain grade, à peu près 50% des hauts magistrats font partie de la franc-maçonnerie. C'est bon, ça, on le sait tous, et ça ne peut pas être contesté. Et le problème, c'est que tout ce système de trafic de choses ne peut être que le fait de faux frères, d'accord? C'est-à-dire d'affairistes, des gens qui sont rentrés. Alors, alors je vais avoir l'impression de défendre la franc-maçonnerie dans ce que je vais dire. Je le dis tout de suite, je ne suis pas franc-maçon, je suis chrétien. Comme ça, les choses, c'est très clair. Un vrai chrétien ne peut pas être franc-maçon. Donc là, la difficulté qu'on a, c'est que il y a ce système d'entraide. Je ne peux pas dire que j'ai jamais été confronté à ça. Ça serait mentir. J'ai été confronté à ça. D'accord? Mais d'expérience, et j'ai des requérants qui m'appellent pour d'autres affaires que des enfants. Est-ce que vous êtes franc-maçon? Est-ce que vous avez peur des francs-maçons? Bon, voilà, ma réponse, elle est très claire. Je n'ai pas peur des francs-maçons, c'est eux qui ont peur. Je n'ai pas peur
et je ne suis pas franc-maçon. Donc, pourquoi? Parce que les francs-maçons, il y a c'est des peureux. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. C'est des gens peureux. C'est-à-dire que quand le truc commence à monter en vrille, en machin, en truc, et là, je l'ai encore vu pas plus tard que cette semaine, où l'avocat n'a pas été déposé les conclusions sur ordre, avec un juge qui sort de son tribunal pour chercher après l'avocat pour recevoir les conclusions parce qu'il sait qu'il casse une vente dans une liquidation judiciaire. Et ben, la vente, elle a disparu d'un seul coup, si tu veux. C'est-à-dire que moi, j'ai saisi le pénal derrière. Je suis parti tout de suite au pénal dans l'après-midi même. Et à partir de ce moment-là, ils ont peur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les francs-maçons, il faut arrêter, ils lâchent. Ça, ne vous inquiétez pas avec ça. Et voilà, l'avocat qui a peur, il doit changer de métier. Je le dis très clairement, il doit changer de métier. Les avocats qui travaillent avec moi, j'ai des dossiers, je les regarde. Voilà, c'est tout. Bon, mais je suis d'accord. Voilà, mais le problème, effectivement, quand ils se font insulter, quand ils sont insultés, j'ai un exemple vraiment qui me vient à la tête. Bon, quand ils sont insultés dans les couloirs et compagnie en disant, vous rendez compte, votre requérante a osé saisir l'ONU, je vais être obligé de rendre le gosse parce qu'elle a saisi l'ONU. Et vous me dites que vous êtes au courant de rien, c'est pas normal. En plus, c'était vrai, il était au courant de rien. Bon, j'avais fait ça directement avec la requérante. Bon, voilà, c'est ce genre de choses qui est complètement inadmissible et qui n'est pas respectable. Après, vous avez aussi, c'est des histoires de personnalité. Vous avez aussi le juge qui a peur du bâtonnier. Hein. Ça existe aussi. Hein. Donc il a peur de quoi, t'as dit? Du bâtonnier. Du bâtonnier. Ah, oui. Hein, d'accord. Bon, la plupart des bâtonniers en France, alors là, je vais être très diplomatique, ne sont pas forcément les plus intelligents des avocats. Pourquoi? Parce qu'un avocat, dans les 30 000 avocats, là, ceux qui sont compétents, ceux-là, ils bossent. Quoi. Tu vois, ils n'ont pas le temps de dire à la télé. Ça aussi, je voudrais insister à un point énormément. Évitez d'aller chercher les avocats que vous voyez à la télé. Ce n'est pas des bons. C'est pas des bons. Il y en a une qui vient de sortir un livre où elle a recopié une partie de mon site, elle a repris les 90 000. Elle a demandé 5 000 € à une maman qui sort de prison, qui ne peut pas donner cet argent. Hein. On ne demande pas 5 000 € à quelqu'un qui sort de prison. Enfin, on est normalement constitué. Je n'arrive pas à récupérer le dossier et j'ai beaucoup de difficultés à pouvoir la sauver devant la cour d'appel parce que cet avocat le dossier. C'est un livre qui est sorti là ce mois-ci, je crois. Bon, voilà, évitez de prendre ces gens-là, je vous en prie. Ce n'est pas parce qu'ils passent à la télé qu'ils sont les meilleurs. Ils passent à la télé parce qu'ils sont médiatiques. Point barre. Ça se saurait s'ils étaient les meilleurs. Hein, donc voilà, ça c'est aussi un point essentiel sur les trucs. Alors sur les dossiers, bon, on les a pas. Il y a plus grave, on n'est pas le dossier. C'est-à-dire que moi, qu'est-ce que je fais? J'envoie mes requérants aller lire le dossier. C'est-à-dire tu prends un rendez-vous bref, d'accord, et tu vas lire le dossier pendant les audiences, avant les audiences. Alors ce que je fais, c'est que je l'envoie pas une fois, je l'envoie 2, 3 fois. Pourquoi? Parce que je connaissais la physique quantique. Ouais. Dans le monde des enfants, de la justice des enfants, j'ai découvert la justice quantique. C'est-à-dire que tu as des pièces qui rentrent dans le dossier, qui disparaissent, qui reviennent, qui repartent. Et à la fin, on ne sait même pas ce que le juge il a comme dossier à la fin. C'est incroyable. 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 C'est-à-dire que je demande à mes requérants de noter la pièce du dossier, le nombre de pages, d'accord, le nombre de pages, le truc, et ce qu'il y a dedans et compagnie. Bon, alors ça, c'est vraiment une difficulté pour avoir vraiment accès, cet accès au dossier. Il faut absolument que je le réclame à l'ONU. J'attends le dossier pour le réclamer à l'ONU. Et là, actuellement, alors, Frédéric, j'ai plus de dossier à l'ONU, je récupère les gosses. Donc voilà. Non, Frédéric, et là, il faut qu'on le réclame. Là, quand tu parles de ça, moi, il y a une chose qui me vient tout de suite à l'esprit par rapport à ce que les mamans me témoignent quand je fais des rendez-vous avec les mamans. D'accord? Notamment, le premier rapport qui est fait par des gens de l'ASE pour donner à un juge. D'accord? Ce premier rapport qui est accusateur de faux en écriture, parce que c'est des faux en écriture.
D'accord? Les Tout à mamans fait. ne l'ont jamais. Jamais. D'accord? Donc Jamais, là, il y sauf a... aller le lire. Sauf aller le lire. ouais, mais Sauf là, aller là, le lire. Sauf aller le lire parce que il faut prendre rendez-vous au greffe et y aller 2, 3 fois. Et là, tu es obligé. Et là, tu es obligé de. Ils sont obligés de te le donner. Hein, d'accord, ça c'est d'accord, un. mais c'est Alors, dur. Moi, j'ai des mamans. le faux en écriture est tout à fait exact. D'accord. Donc là, là tu me permets. Je vais reprendre encore une difficulté et après j'expliquerai la défense au fond qu'il faut avoir parce que là, D'accord. Ouais. effectivement, c'est courant. Bon, l'affaire Outreau nous pose un gros, gros, gros problème pour défendre les enfants. Et ça, l'émission de France 2 là, qui est passée il y a quelques temps, ça va peut-être servir Monsieur Sarkozy qui doit passer en cour d'appel de manière le plus discrètement possible pour se défendre, mais ne défend absolument pas le justiciable. D'accord, Ouais, bien hein, sûr, bien parce que sûr. l'affaire Outreau, c'est pour dire les juges, c'est des connards. Les juges, ils sont bons à rien. La justice, elle est merdique, mais ça ne va pas vous servir. Hein, ça, c'est tout à fait clair. Ça sert d'autres intérêts. L'affaire Outreau, c'est très simple. En 2 mots, de l'intérieur. Dans l'affaire Dutroux, ils étaient tous coupables au départ. Ce qui est grave dans l'affaire Dutroux, c'est d'avoir mis des gens 3 ans en prison sans être jugés. Ça, Ouais. c'est grave. On ne met pas des gens en prison avant d'être jugés, sauf cas exceptionnel. D'accord? Hein, les gens sont en liberté tant qu'ils ne sont pas jugés. Bon, ça, c'est grave. On est d'accord. Hein, mais après, on se retrouve avec 13 innocents, enfin 13 acquittés. On sait bien, je vois bien les mots, 13 acquittés. On sait bien que les 13 acquittés ne sont pas tous innocents même. Alors, je peux me permettre de dire ça parce que je connais un peu l'intérieur du dossier. Ils ne sont pas tous innocents. On voit bien que, par exemple, qu'un couple est repoursuivi par ses propres enfants parce qu'on lui a remis la fille. Et on avait fort critiqué à l'époque la juge des enfants de ne pas avoir rendu trop vite les enfants à ce couple, et on a pu comprendre pourquoi derrière. C'est-à-dire que dans les affaires médiatiques, c'est une chose essentielle à comprendre. Et faites attention avec ça, parce que j'ai tous comme les mamans qui viennent me dire, ou les papas qui viennent me dire, ouais, t'as vu, dans telle affaire, c'est passé ça, dans telle affaire, c'est passé ça. Je dis, faites attention. Là, c'est l'expérience, parce que j'ai vendu des affaires médiatiques. Et je peux vous dire que quand vous voyez dans le dossier et ce qui est remis aux médias, c'est pas la même chose. C'est pour ça que j'ai une prudence de Sioux vis-à-vis des journalistes, aussi sympathiques qu'ils Bien puissent sûr. être, et que je choisis mon canal. Hein, et que je passe pas mon temps à la télé. D'accord. Donc c'est pour ça. Faites très attention à ça parce que vous avez 2 affaires différentes. Ça, je peux vous le dire de manière très claire. Et l'affaire médiatique d'Outreau est un fiasco judiciaire, oui, mais pas forcément dans le sens médiatique. Hein. Ok. Voilà. Hein, donc ça, c'est un point. Alors maintenant, je reviens à ta question. On a les faux, on a les choses. Moi, je m'appuie pour sortir les enfants sur 2 pieds. Hein, d'accord. Ouais. L'international d'un côté, le pénal de l'autre. Il ne faut D'accord. pas hésiter. Alors, le pénal, on a des difficultés sur le plan pénal, c'est-à-dire qu'en fait, dans le plan pénal, la grande difficulté que nous avons, c'est qu'en fait, on va juger des gens qui ont fait des faux, qui travaillent habituellement avec les juges dans leur tribunal. Donc, Ouais. tu n'as aucune chance. Ouais, bien D'accord. sûr. Bien sûr. Voilà. Alors, c'est compris par la Cour de cassation. C'est compris par la Cour de cassation. Vous Ouais. avez l'article 665-2 du Code de procédure pénale qui permet le dépaysement. D'accord. Comment fait-on? Comment fait-on? 2 solutions. Soit tu vas devant le juge d'instruction, et là, vous avez intérêt à avoir de la patience parce qu'il faut écrire, écrire, écrire pour que le dossier se débloque. Soit, si vous avez tous les éléments du faux, n'hésitez pas à faire de la citation directe. D'accord. D'accord. Donc, la citation directe, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on assigne devant un tribunal correctionnel les personnes
et on les juge directement quand on a tous les éléments. Donc, on récupère, c'est en les récupérant dans les dossiers qu'on le fait, et ça permet d'avancer. Si on n'a pas tous les éléments, c'est le juge d'instruction, parce que là, on a une stupidité législative, hein, ce n'est pas la faute des juges, hein. C'est une stupidité législative, c'est-à-dire que les rapports que vous n'avez pas le droit de voir devant le JAF ou le juge des enfants, en matière pénale, si vous ne prenez pas d'avocat, j'insiste bien, si vous ne prenez pas d'avocat, ils sont obligés de vous donner le dossier entier et vous avez les rapports. Ça, c'est un droit. Ça, c'est. Ben oui. Attends, c'est important ce que tu dis là. C'est très important. Essentiellement, bien sûr, parce que le juge d'instruction est obligé de t'envoyer un disque avec toute la procédure. Et tu peux réclamer le disque tous les 3-4 mois. D'accord? Mais alors, attends, ça s'appuie sur quel droit exactement ça? Parce que c'est l'accès à la justice. C'est l'accès à la justice et c'est dans les articles 81, 81, 88 du Code de procédure pénale, c'est inscrit directement. Ça, c'est quelque chose, ça, c'est une obligation. Alors, une des réformes importantes que nous a fait Dupond-Moretti. D'accord? Bon. Attends, plus, reste devant. Ouais, je ne suis pas là pour défendre Dupond-Moretti, mais une des réformes importantes, parce qu'on dit qu'il ne fait rien, moi, je vois quand même les choses bouger, d'accord? Au niveau technique, hein, pas forcément au niveau médiatique, au niveau technique. Quand vous avez porté, avant de saisir le juge d'instruction, vous devez saisir le procureur de la République. Il est indispensable que sur la plainte, ça soit marqué « Je porte plainte avec constitution de partie civile ». Sinon, le procureur n'est pas obligé d'instruire. D'accord? 2 solutions. 3 mois avec silence, vous saisissez le juge d'instruction. D'accord? Il vous répond, en général, il va vous répondre « Va te faire foutre ». Avec des termes plus adéquats, comme ça, il vous renvoie. D'accord? Là, vous avez le droit d'avoir le dossier, même au bout de 3 mois, le dossier de l'enquête pénale, et il faut la réclamer au procureur qui est obligé de vous donner. Et là, vous avez les pièces. D'accord. Ce qui vous permet de rédiger la plainte au juge d'instruction. D'accord? Il faut savoir que… C'est important le mécanisme que tu exposes là, pour que les gens comprennent. C'est très important. Voilà. C'est pour ça que je voulais te voir. Donc, voilà. Le juge d'instruction, le juge d'instruction a une autre obligation quand il reçoit votre plainte. Si on est dans un délai de 3 mois sans réponse, il est obligé de demander au procureur ce qu'il en pense. Il est obligé de lui octroyer un délai de 3 mois. Donc, ne vous impatientez pas, c'est du législatif, ce n'est pas la faute du doyen des juges d'instruction. D'accord? Ça, c'est un point aussi essentiel à comprendre. Bon, ensuite, alors là, la difficulté, c'est d'arriver à ce qu'il vous consigne. C'est-à-dire que quand il va vous consigner, il va vous dire, par exemple, alors là, vous dites, bah, je n'ai pas d'argent. Vous utilisez l'article 88 du Code de procédure pénale. Dans l'article 88, vous dites, je n'ai pas beaucoup d'argent, donc merci de me dispenser d'une consignation alors que je défends l'intérêt de mes enfants. D'accord? Voilà. Ou alors, si vous avez RSA compagnie, à ce moment-là, vous êtes dispensé de consignation. D'accord? Ça aussi, c'est du législatif. D'accord? Donc là, une fois qu'il a consigné, il a saisi le juge d'instruction. D'accord? À ce moment-là, vous ne cherchez pas à comprendre. Vous utilisez l'article que j'ai cité, 665-2 du Code de procédure pénale, et là, vous demandez à monsieur le procureur général près la Cour de cassation, on ne dit pas près de, comme tout le monde le fait, c'est près la Cour de cassation. Le 2 n'existe pas. Près la Cour de cassation pour lui demander qu'il engage la procédure de dépaysement. D'accord? Alors, là, vous demandez une cour d'appel qui est à côté. Vous regardez la carte où vous vous situez, il y a 36 cours d'appel. Il y en a trop, il faut les réduire.
Et c'est en rédigeant les cours d'appel que d'ailleurs on pourra avoir accès, les parents pourront avoir accès au dossier. Parce qu'on ne va pas pouvoir demander à des parents de faire 150 km aller, 150 km retour pour revenir. Mais de toute façon, la réforme des cours d'appel aura lieu un de ces quatre. Il y a 36 cours d'appel, il faut qu'on redescende à une vingtaine. Donc là, ça aussi, ça sera pour une bonne administration de la justice, même si même si les magistrats vont hurler de ce que je viens de dire. Mais il faut, à partir, donc j'étais sur les trucs, vous écrivez et vous choisissez une cour d'appel. Vous dites, voilà, j'aimerais bien telle cour d'appel. Le procureur va s'adresser à votre procureur général sur lequel ça dépend de votre affaire. D'accord? Là, dans ce cas-là, le procureur général, il va pas pouvoir faire dire autrement qu'effectivement, les magistrats sont très mal à l'aise pour juger des gens avec qui ils travaillent quotidiennement. Voilà, hein, tout simplement. Donc là, le dépaysement est de droit. Alors, ça, c'est dans le cas de l'instruction. Maintenant, on va parler du cas de la citation directe. Alors, la citation directe, il y a une coutume qui n'est pas connue, qu'il faut faire très attention. Et il y a l'article qui peut bloquer, qui est l'article 392 du Code de procédure pénale. D'accord, puisque la citation directe est fixée essentiellement par l'article 392 et 392.1 du Code de procédure pénale. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On lance la citation directe. Donc, on va voir son petit huissier et on le lance dans une juridiction qui est ailleurs que vous choisissez. Évitez, alors là, vous regardez aussi votre carte, évitez de vous retrouver dans votre cour d'appel habituelle. D'accord? Vous prenez la cour d'appel qui est autour. Vous êtes obligé d'assigner devant le tribunal de la cour d'appel. D'accord? Là, j'ai un exemple qui me vient à la tête. Quelqu'un qui est sur Saint-Brieuc, il a voulu assigner en dehors de la cour d'appel de Rennes. Il a choisi la cour d'appel de Caen. Il a pris le tribunal de Coutances. Il s'est fait jeter simplement parce qu'il voulait prendre la cour d'appel de Caen. Attends, j'ai pas entendu. Il s'est fait jeter parce que de Coutances, qui dépend de la cour d'appel. Il faut qu'il prenne le tribunal de Caen. C'est-à-dire que tu dois prendre le tribunal de la cour d'appel. D'accord? Tu comprends? D'accord. Par exemple, tu vas devant la cour d'appel. Je prends un exemple. De Montpellier, tu prends le tribunal de Montpellier. Tu ne prends pas le tribunal de Béziers ou le tribunal de Narbonne, d'accord? Si tu prends si tu prends la cour d'appel de Bourges, tu ne prends pas le tribunal de Nevers ou de Châteaudun. Tu prends le tribunal de Bourges, d'accord? Ça, c'est essentiel. Donc, tu fais la signalisation. Donc là, il faut téléphoner par une date d'audience au tribunal. En général, c'est ce qu'il fait, quand il est à peu près compétent. Tu prépares l'assignation. D'accord? Tu as le droit de plaider seul, encore une fois. Tu n'as pas besoin d'avocat non plus pour aller devant un tribunal correctionnel. Ça, c'est très important. Tout ce qui est pénal, on peut se défendre seul. D'accord? Par contre, un point important, 392. D'accord? Tu dois trouver une domiciliation près de ce tribunal. Ça peut être un copain, des cousins. D'accord. C'est-à-dire que tu mets ton adresse sur l'assignation et me domicilie au sens de l'article 392 du Code de procédure pénale pour X, Y, Z. Chez X, Y, Z. Voilà. Ça, c'est une obligation légale. D'accord. Ça fait sauter une citation. D'accord. Si la personne ne fait pas ça, la citation, elle ne peut pas avoir lieu. C'est ça. Non, elle saute. C'est-à-dire qu'elle n'est pas domiciliée dans le tribunal, d'accord? Et donc, les avocats de la partie adverse attendent et ils disent, bah non, la citation n'est pas conforme au droit, donc… D'accord. C'est une question de forme, en fait, plus qu'autre chose, en fait. Donc, voilà. Mais qui fait des dégâts. D'accord. Ben, ça, c'est bien de le dire, parce que tu vois,
c'est une information qui est très importante, en fait, très importante. Bah, et une information très importante, et puis et je vais te dire franchement, 70% des avocats ne la connaissent pas. Oh, bah, tu vois. Alors, on est là. Je te le dis, hein. Bon, eh ben, on est là Donc, pour non, leur. non, c'est une catastrophe. Hein. Bon, bah Les justement, avocats en elle va France, être là, c'est une utile. catastrophe. Ce petit rendez-vous, il va être utile, Frédéric. Franchement, il va être utile. Hein. Ouais, c'est fait pour. Hein. Donc, bon, alors, maintenant, on va passer à l'international. D'accord. D'accord. Donc, au niveau international, là, on a des difficultés. Tout est balisé en France vers la Cour européenne des droits de l'homme. D'accord. C'est-à-dire, vous n'êtes pas content, vous faites un, vous allez à la Cour européenne des droits de l'homme, les magistrats vous le disent et de compagnie. Pourquoi? Parce que la Cour européenne des droits de l'homme protège les fautes des magistrats. On en est arrivé à un point dont je fais partie aujourd'hui, et ça a bien marché, hein. C'est un point où aujourd'hui où moi je refuse d'aller devant la Cour européenne des droits de l'homme parce que la Cour européenne des droits de l'homme repose la question autrement pour pouvoir rejeter la requête ou le recours. D'accord. Ouais, mais ça, Or, voilà. Or, moi, quand j'emmène mes gens, bon, j'essaie quand même de gagner. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ces dernières années l'ONU. Avant, j'étais content d'avoir la Cour européenne des droits de l'homme quand Kadhafi dirigeait les droits de l'homme à l'ONU. C'est-à-dire que, si tu veux, tu as deux systèmes judiciaires, tu en as un troisième qui est en train de monter en puissance actuellement, c'est la Cour de justice de l'Union européenne. Et là, j'ai de passer par le jeu. Là, cette semaine, je vais en faire une de Cour de justice de l'Union européenne. Mais la Cour de justice de l'Union européenne, la grande difficulté, c'est que tu n'as pas le droit d'y aller en direct. Tu dois y aller par un intermédiaire. Alors, soit tu passes. Alors, tu peux y aller en direct que contre parce qu'il y en a qui vont dire si, c'est marqué sur Internet qu'on peut y aller en direct. Ce n'est pas précisé comment. Tu peux aller en direct uniquement contre une institution européenne et pas contre un État. Or, nous, nos problèmes, c'est contre un État, celui de la France, celui qu'on parle actuellement. Donc, là, deux solutions. Soit tu passes par le juge, d'accord, au niveau interne, c'est-à-dire que tu poses des questions. Ce n'est pas au juge de poser des questions, c'est toi de bien les poser, donc il faut bien réfléchir à les poser. La plupart des avocats ne savent pas le faire, c'est pour ça qu'ils s'adressent à moi pour préparer les questions. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose, donc ça, on pose la question au juge. Et si le juge refuse de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, à partir de ce moment-là, il y a une faute de l'État. D'accord. Sauf si c'est justifié. Voilà, je refuse parce que la question a déjà été répondue, tel truc, machin, voilà. C'est justifié, il y a un. Si il n'y a pas de motivation, on va dire, compréhensible, concrète, intelligible, à partir de ce moment-là, il y a une faute. Alors, on peut quand même, on a toujours accès à la Cour de justice, et là, c'est les deux autres moyens d'y aller. C'est toujours un intermédiaire. J'attends avec impatience qu'un jour on puisse y aller en direct. C'est-à-dire qu'on passe soit par le Parlement européen, d'accord. oui. Là, il y a une section spéciale qui sélectionne les dossiers et qui les envoie, soit tu parles par la Commission européenne. C'est pareil, c'est deux intermédiaires, c'est deux procédures différentes et tu arrives à ce moment-là devant la Cour de justice de l'Union européenne. D'accord. Qui est un peu ouverte actuellement, je dois le dire. Sa difficulté, c'est son accès par ces intermédiaires et non pas par le direct. Bon, la Cour européenne des droits de l'homme, qu'est-ce qui s'est passé? La Cour européenne des droits de l'homme a marché. Moi, si j'ai eu, par exemple, les avocats dans les gardes à vue, c'est grâce à l'arrêt Moulin contre France. Voilà. Parce qu'une avocate, bon, là, une avocate de Marseille est tombée amoureuse d'un Corse, apparemment c'était grave, de tomber amoureux d'un Corse, et elle a eu le droit à la main du commissaire de police dans le pilote pendant la garde à vue. Tout avocat qu'elle était. C'est ça qui a mis, hein, c'est vraiment cette affaire-là qui a mis les avocats dans les gardes. Bon, ça, de façon simplement à protéger, parce qu'en fait, l'avocat en garde à vue ne sert pas à grand-chose. Hein, malheureusement, parce qu'il n'a pas accès au dossier, il ne peut pas défendre. Bon, mais au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, on a eu une catastrophe, c'est très clair. La nomination d'un Français en tant que président de la Cour européenne des droits de l'homme, il s'appelle Jean-Paul Costa, d'accord, qui s'est entendu avec Sarkozy pour refermer les accès des Français à la Cour européenne des droits de l'homme.
Et on l'a senti. Et ça, c'est arrivé en 2010, si tu veux, suite à une affaire assez célèbre. Quelqu'un qui a perdu en héritage, qui s'est fait voler, il faut le dire, son héritage d'un vignoble dans le Bordelais. Ce vignoble, la Cour européenne des droits de l'homme a donné 4 millions d'euros d'indemnité, d'accord, et le président de la République à l'époque a téléphoné en disant on ne condamne pas la France à ces montants-là. D'accord. Donc, à la suite de ça, ils ont resserré les dossiers. Il y a dans certains États étrangers, il faut le dire, enfin européens, notamment, je pense essentiellement à la Pologne, mais c'est pas la seule, la Pologne, Turquie, Roumanie, euh, une course contre les magistrats qui font leur métier vraiment de magistrats, c'est-à-dire par et donc, avec tous ces éléments-là, la Cour européenne des droits de l'homme a décidé de protéger les magistrats français dès qu'il y a une faute. S'il y a une faute, et il y a toujours une faute pour un placement abusif, sinon il n'y a pas de placement abusif, hein, c'est tout simple, et à ce moment-là, ils défendent très mal. Alors, cela dit, on a quand même des arrêts. D'accord, des arrêts qui tombent. Il y a eu un arrêt contre la France dont j'ai oublié, mais qui a une importance beaucoup moindre que ce que le monde judiciaire en a donné, c'est-à-dire qu'en fait, les enfants étaient dans une famille d'accueil, ils étaient d'origine musulmane, ils n'ont pas pu suivre l'enseignement religieux musulman, et là, la France a été condamnée pour ça. Par contre, il y a un arrêt bien plus important et qui est essentiel, qui intéresse la majorité des parents, d'accord. C'est l'arrêt IM contre Italie qui date de novembre 2022. Il est sur le site, hein, sur le site FBLS, vous verrez article 8, et c'est marqué placement abusif, il arrive en premier. Donc là, IM contre Italie, qui dit que c'est pas parce qu'un parent ne collabore pas avec les services sociaux, est en opposition avec les services sociaux, que l'enfant doit rester placé. Bon, et cet arrêt-là, malheureusement, n'est pas encore rentré aujourd'hui, à l'heure où je parle, et on s'est employé tous à faire rentrer dans la tête des juges français. D'accord, hein, ça, je vous l'ai dit, ce n'est pas forcément les meilleurs juges qui sont là. Donc ça, c'est un arrêt, par contre, que nous a porté, mais c'est l'Italie qui a été condamnée. Hein, donc, ce n'est pas la France. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est une chose importante. Bon, ensuite, après, on a l'ONU. Alors, l'ONU, essentiellement en matière d'enfants, on va dire qu'il y a 3 comités importants. Il y a, moi j'ai toujours récupéré les enfants essentiellement par le comité des droits de l'homme, d'accord, à Genève. Parce que la France n'avait pas signé la convention pour les enfants. Jusqu'en 2016, c'est applicable. Ça a commencé à être applicable en 2017. Donc, tant que les choses se mettent en place, le truc. Bon, moi, la première fois que j'ai saisi ce comité pour enfants, ça devait être en 2020. Ouais, 2020, où j'ai mis 9 mois. Mets-toi bien droit, mets-toi bien droit. Ouais. 2020 où j'ai récupéré l'enfant, d'accord. Bon, alors on a le comité des droits de l'homme qui est qui fonctionne, ça, il y a pas de souci. Il y a le comité des enfants qui fonctionne aussi, hein, très bien. La difficulté qu'on a avec le comité des enfants, c'est que si les enfants ne sont pas rendus avant que l'arrêt ne soit rendu, c'est qu'il y a un problème des parents au niveau interne. Voilà, je le dis très clairement. C'est-à-dire que là, j'ai un parent, si le parent n'est pas dans une position adéquate pour récupérer son enfant, là, au niveau interne, j'ai un blocage. Donc là, il faut, dans ces cas-là, la politique classique est de faire ça passe ou ça casse, c'est-à-dire on relance en tapant sur la table le comité repart de l'autre côté et on avance. D'accord. Bon, et vous avez, parce que malheureusement, l'ASE aime bien ce type d'enfant parce qu'il y a quand même des problèmes de business, hein, ça tu l'as évoqué dans une autre vidéo, mais c'est tout, malheureusement c'est vrai. Il y a le problème des enfants handicapés. Donc là, on peut aussi saisir le comité des personnes handicapées. Il y a tous des articles qui concernent les enfants spécifiques. Encore une fois, vous avez tout sur EBLS, vous faites EBLS. Le premier, c'est la CEDH. Le deuxième, c'est l'ONU. Le troisième, c'est le recours au Parlement européen pour saisir la Cour de justice de l'Union européenne.
Donc voilà, vous avez à peu près les jurisprudences, je les mets au fur et à mesure, je donne les explications au fur et à mesure, je suis à peu près à jour. Donc ça, c'est une chose. Alors, il faut savoir que par contre, au niveau interne, et ça, c'est très important pour tout, vous êtes obligé d'épuiser les voies de recours. D'accord? Alors, il y a eu effectivement une explosion d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui a dit qu'il n'y a pas besoin de saisir la Cour de cassation. D'accord, pour la France, parce que la Cour de cassation a déjà répondu, c'est-à-dire que cet arrêt est déjà obsolète. Il date d'à peine 2 ans, il est déjà obsolète, c'est-à-dire que la Cour de cassation a répondu en disant quand c'est des enfants, ça devient un dossier prioritaire d'instruction prioritaire, ce qui est pas exact. Hein, c'est-à-dire ils disent à la Cour européenne qu'ils font ça, mais c'est pas suivi des faits au niveau du droit interne. D'accord. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quand même saisir la Cour de cassation, mais vous avez rempli votre obligation. C'est-à-dire que la Cour de cassation est saisie, point barre. Si elle met 3 ans pour répondre, 10 mois pour répondre, 12 mois pour répondre, ce n'est pas votre problème. Vous l'avez saisie, vous avez épuisé votre voie de recours. Même chose pour l'ONU. D'accord? Très important. C'est pour ça que c'est une course contre la montre, le système. C'est de faire, première instance, appel, Cour de cassation, on est à l'international, j'ai mon premier pied qui est fait. Deuxième pied, les fautes, les repérer, le pénal. C'est les 2 pieds qui fonctionnent. D'accord? Et là, on avance pour récupérer les enfants. Donc ça, c'est un point essentiel. C'est pour ça qu'il faut vraiment se transformer en combattant et non pas en victime. Parce que si vous avez affaire à des avocats, bah, l'avocat, il ne peut pas aller en cour de cassation. Il est obligé de passer par des avocats en cour de cassation. Il y a une réforme qui s'est passée, même moi, je me suis battu pour qu'elle ne passe pas. Pourquoi? Parce que je connais le niveau, le niveau des avocats en France. Si on avait ça à la cour de cassation, ça aurait été un désastre. Hein. Il vaut mieux garder des spécialistes devant la cour de cassation. On a l'expérience des avoués près des cours d'appel. Pour faire plaisir à l'Europe, on a supprimé nos avoués. Et ben, je peux vous dire que c'est un bordel sans nom. Hein. Le mot n'est pas trop fort. Parce que aujourd'hui, les avocats qui sont incompétents, ils doivent vous représenter à la cour d'appel. Ils n'arrêtent pas de faire des erreurs. Et quand c'est un dossier qui ne les concerne pas, ils s'en foutent. Ils ne donnent pas leur ministère applicable alors qu'ils sont obligés de le donner puisque c'est applicable pour pouvoir saisir la cour d'appel quand vous venez d'ailleurs, que vous avez un autre avocat. C'est le cas que j'ai eu là, il y a 15 jours avec les francs-maçons qui ne déposent pas les conclusions à l'audience. Hein, voilà, bon, ça, c'est une catastrophe. Alors, la solution pour la cour d'appel, d'accord, parce que il y a 2 cas. Vous avez le droit vous avez le droit, vous êtes obligé d'avoir un avocat, vous n'êtes pas obligé d'avoir un avocat. En première instance, que ce soit le JAF ou le juge des enfants, vous n'avez pas besoin d'avocat, vous pouvez y aller tout seul. Une exception, c'est quand il y a une question de retrait d'autorité parentale. Hein, d'accord? Là, c'est hein, tout. Bon, en cours d'appel, quand vous êtes devant le juge des enfants, vous n'avez pas besoin d'avocat. D'accord? Donc là, vous vous débrouillez, vous y allez tout seul aussi. L'exception, le retrait de l'autorité parentale. C'est que le juge des enfants qui peut le faire. Hein. Le JAF ne fait pas de retrait de l'autorité parentale, il fait une suspension de l'autorité parentale. Ce n'est pas la même chose. Donc là, on a donc là, devant le JAF, malheureusement, vous êtes obligé d'avoir un avocat et c'est là que la difficulté commence, effectivement. Donc là, le plus simple, c'est de prendre un avocat sur lequel vous entendez bien, ce qui est rarement le cas. Bon, voilà, il faut suivre l'affaire. Passer par le juge des enfants le plus possible, où là, vous pouvez y aller tout seul. Hein, d'accord. Quand vous êtes obligé d'aller dans le JAF, de toute façon, pour le placement, c'est plutôt une question de juge des enfants. Hein. Donc, voilà. Bon, donc c'est ça le système. Hein, et avec toutes ces difficultés. Donc, à l'international, on a vu sur l'ensemble des choses. Maintenant, je voudrais quand même donner avant, des éléments donc, sur ces
ces histoires de placement d'enfants. On a une difficulté parce que ce qui intéresse les parents, c'est deux choses. D'un côté, tu as le placement des enfants et le deuxième problème, c'est l'enfant. Alors ça c'est beaucoup plus compliqué par contre. L'enfant qui est chez le parent toxique, d'accord, le parent violeur, le parent qui frappe l'enfant, et en face, vous avez à défendre, dans mon cas, le parent protecteur. Là, je vais vous dire que le parent protecteur, il subit des attaques bien plus fortes. D'accord? Pourquoi? Parce que si l'enfant, il est dans le parent toxique, c'est parce qu'il y a automatiquement connivence et corruption. Il ne peut pas y avoir d'enfant placé chez le parent toxique sans connivence ni corruption. Je donne des exemples d'expérience. Le grand-parent qui est retraité de l'ASE, donc qui fait récupérer l'enfant chez son fils qui viole le gosse. J'ai les experts qui font des rapports d'expertise contre le parent protecteur en disant qu'elle est folle, qu'il est fou, parce que ça concerne aussi bien un père qu'une mère. Parce que je suis désolé, mais chez les mères, les enfants peuvent aussi se faire violer, je le vois. Alors, ça peut être par un cousin, par un neveu, par le nouveau compagnon, par tout ce que vous voulez. Et là, on a simplement des experts qui font un rapport sur l'autre parent sans même le voir. C'est-à-dire, il dit, bon, lui, il est fou. Il n'a pas vu, hein. Il ne sait même pas qui c'est, quoi. Tu vois le truc, quoi. Bon, tout ça, c'est du pénal. Hein. Ça, il ne faut pas chercher. La solution, c'est le pénal. Hein. C'est de poser le dossier au pénal. Dès que vous avez le dossier au pénal, c'est une réussite. On a aussi, dans ce genre de choses, des difficultés des juges qui ne savent pas les conséquences d'un viol sur un enfant. Ils ne s'en rendent pas compte. J'ai entendu pas si longtemps que ça, un de mes requérants a entendu pas si longtemps que ça. Ah, mais un enfant, il se porte beaucoup mieux un viol qu'un adulte. Hein, ils sont beaucoup plus solides. Hein. Ils ne se rendent pas compte que le viol qui est enterré aujourd'hui, non, non, mais clair, hein, et un bon juge en plus. Un bon juge. C'est-à-dire que j'ai gagné. Putain, c'est dingue. Non, non, mais c'est dingue. D'accord? Bon, il ne se rend pas compte que le viol, le gosse va le construire et il va le ressortir à des moments cruciaux de leur vie. La rencontre avec le passage du bac, les 20 ans, les 40 ans, tout ça, ça ressort de manière exceptionnelle. C'est indélébile, c'est marqué, c'est important. Ça, il faut le savoir. Quand vous avez un enfant qui est placé, la grande difficulté aussi, c'est que les enfants, vous avez de grandes chances que vos enfants se fassent violer dans les foyers. Par qui? Par les autres enfants. D'accord? Essentiellement. D'accord? Et là, c'est une chose, et ils subissent une violence complètement inouïe. Moi, j'ai un dossier, c'est complètement dingue. Le gosse, il a violé je ne sais pas combien de jeunes filles en foyer. Donc, dans les foyers, ils ne veulent plus le garder. Quoi, parce que là, ça devient assez surpeau. D'accord? Ça devient une catastrophe. Ils reprennent le gosse, ils le mettent avec la fille, avec une gamine de 5 ans dans la famille de la mère. Bon, bah, forcément, qu'est-ce qu'il fait? Il continue. Hein, d'accord? Alors, du coup, ils mettent un service d'ASE et compagnie d'assistante sociale. Le gosse, il sort, il ouvre sa braguette, sort son engin et il lui dit je te suivrai pas si tu me caresses pas. Donc, donc elle se vire aussi le gosse derrière. Quoi. On a des situations extrêmes de genre de choses comme ça. J'ai aussi une magistrate, pour revenir à l'affaire sur la non-compréhension du viol, une magistrate qui me dit je préfère être violée que d'être récusée. Parce que la récusation est l'arme atomique. D'accord? C'est l'arme atomique. Pourquoi? J'en sais rien. Mais j'ai même lu un rapport. Il a été effacé, c'est malheureux parce que, bon, il y a 15 ans de ça, mais à l'époque, j'étais moins guéri que maintenant. C'est-à-dire que j'enregistrais pas les conneries que la Cour de cassation sortait. Maintenant, je les sors et je rigole. Au moins, je trouve que tout le monde a le droit de rire. Mais il y avait un rapport de la Cour de cassation qui comparait la récusation à un viol. Hein, tout à fait, que c'était le viol, c'était le crime le plus. Pourtant, la récusation, il y a un modèle ici. Vous pouvez l'emmener pour les difficultés. Ça, c'est le troisième point. Vous préparez une récusation toujours dans votre poche quand vous allez devant le tribunal.
le Grand Conseil, 2 exemplaires, un pour le greffe et un pour. Vous demandez gentiment au juge de se déporter. S'il ne veut pas se déporter, vous le récusez. Mais vous demandez d'abord au juge de se déporter. Alors attention sur la récusation, qui est une arme à double tranchant. La récusation, c'est quoi? C'est-à-dire, en fait, on saisit le premier président de la cour d'appel pour dire bah, je ne veux plus de ce juge-là, tu m'en mets un autre. Et la récusation, il ne faut l'utiliser que pour les audiences. Et durant les audiences, il faut créer ce qu'on appelle ça un incident. Il faut créer l'incident. Il n'y a pas plus menteur qu'un magistrat qui se défend. Il faut bien l'avoir en tête. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre les phrases qui vous sortent, qui sont complètement terribles, genre ce que je viens d'entendre, ce que je viens de vous dire, les phrases terribles ou une animosité contre vous, un regard vraiment méchant, terrible sur vous, puisque ça peut servir. Et là, vous dites, ah, incident, vous avez dit ça? Vous avez dit ça comme ça. Je le note. Donc, sur les modèles, il y a la place pour le mettre. Vous notez à la main, vous arrivez au bureau, vous notez, voilà, je vous récuse. Si vous ne vous déportez pas, je vous récuse. Vous ne pouvez pas me juger normalement sans récusation. Il faut le faire à titre exceptionnel. D'accord? D'accord. Ah bah, D'accord. là, le requérant, il avait la récusation. Il a entendu ça. Il a senti que des choses allaient dans le bon sens. Il ne l'a pas fait, on a gagné. C'est pour ça qu'il faut faire attention. On ne compte pas aussi contre soi. Hein. Mais la récusation, il faut toujours l'avoir. D'abord, ça vous donne une force intérieure, vous verrez. J'ai une récusation, il ne peut rien m'arriver, j'ai une récusation. Ça vous donne une force intérieure qui est très importante. Voilà. Alors, au niveau, donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, bon, les 90 000, je t'ai expliqué d'où vient ce chiffre, c'est un chiffre qui commence à être et tant mieux. En 2020, on a à 70 000. On n'a pas les chiffres de 2021. Là, il faut s'attendre à une petite remontée parce qu'en 2021, on a eu des histoires de Covid et compagnie. Et il y a eu des violences. Par exemple, j'ai regardé les chiffres en Corse, là où parce qu'en fait, en Corse, il y a 30 placements aujourd'hui, entre 30 et 40 placements par an en Corse, pas plus, pour 360 000 habitants sur l'île. Et voilà, mais c'est des chiffres à prendre en compte. Et là, il faut regarder de manière, et j'ai vu qu'au moment là, du truc, eh ben, ils avaient 30 placements ordonnés par les procureurs en Corse par mois, parce que ça, donc, il y a eu une explosion. Ce qui ne veut pas dire à ce moment-là que c'est forcément ça, c'est une autre notion. Ce qui est le plus grave et qui me révolte vraiment le plus, c'est les placements sur une fusion avec la mer. D'accord? Ouais, C'est bien des sûr. voilà. Heureusement, il y a une circulaire qui est passée qui interdit maintenant les transfusions. Ça, c'est bien. La deuxième, il y a le SAP. Bon, ce n'est plus enseigné, alléluia, à l'École nationale de la magistrature. Le SAP, c'est le syndrome d'aliénation. C'est des choses qui ont été créées par des psychologues qui sont plus proches de la boule de cristal que de la science et pour défendre plus ou moins quand même des idées de pédophilie. Hein, D'accord. Ouais, c'est des idées américaines et ça, c'est une chose qui est vraiment extrêmement très grave. Hein. Donc bon, ça commence à être supprimé. Hein. Mais on a eu beaucoup. C'est ce qui a quand même expliqué le doublement des placements de 2009 à 2018. d'accord, d'accord, d'accord. Bon, Hein, en tout cas, bon, c'est riche d'enseignements tout ce que tu dis. Hein. Franchement, ça va être utile. Hein. Je te le dis. Hein. ah, c'est pour ça que je t'ai pris pour le faire. Donc là, Je t'ai pris pour le faire parce que si on est plusieurs à prendre les bonnes méthodes, à travailler, à avancer, ce fléau, c'est un fléau. C'est un fléau même bien sûr, national bien, et bien, démocratique. bien sûr. On va pouvoir se supprimer. Alors, sur Mais, les enfants, ouais, je t'écoute. donc là, parce que là, là, j'arrive au terme quand même du créneau que je m'étais mis pour l'enregistrement. Mais on a Oui, pratiquement tout dit. d'accord. J'ai trois trucs à dire, importants. Vas-y, 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 vas-y. Et après, on n'en finit pas. On peut faire du tourisme pour protéger ses enfants.
tous les départements ne placent pas, on a parlé de la France, tous les départements ne placent pas les enfants. Vous avez des rapports donc, qui viennent directement du ministère. Je l'ai mis sur mon site internet à la page CID, vous les verrez, de la DRIS, D-R-2-E-S. Et vous avez un rapport du nombre de placements d'enfants par département. Vous verrez que c'est très variable. Il faut vous dire une chose. Si vous êtes dans 1% des enfants du département placés, d'accord, c'est des chiffres normaux. Si vous dépassez, vous arrivez à plus d'un et demi, 2,45 comme je vois la Nièvre, il y a du business. Il y a un truc qui ne va pas. Or, la Nièvre, donc là, je reviens à un point extrême. Vous avez par exemple au 90, d'accord? Et là, j'ai un président de département qui est exceptionnel dans l'Hérault que tout le monde reconnaît. En Vendée, vous êtes à 1%. Bon, là, pareil. Alors, je fais exprès de prendre droite et gauche. Bon, voilà, tout va bien. La Nièvre de 47, je crois qu'ils explosent pratiquement les compteurs. Bon, et après, vous avez cette histoire de réseau pédophile. Je voudrais en parler deux mots. D'accord? Alors, dans ces réseaux de pédophiles, je ne suis pas confronté à des réseaux d'organisation de pédophiles. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Il y a peut-être aussi le fait que quand je me présente, je ne sais pas que j'ai un réseau en face de moi, le réseau recule, me rend le gosse. Et pour aller en prendre un autre, malheureusement. Donc ça, je ne peux pas le dire de manière concrète. Je remarque simplement deux faits. Je prends la Nièvre de 47. Un magistrat m'a confié, il y a au moins 10 affaires ou trop dans la Nièvre. Voilà, et on n'arrive pas à les repérer, on n'a pas les bons enquêteurs pour les repérer. D'accord, hein, donc ça, c'est du off que je vous donne, je ne donnerai pas le nom du magistrat. On a dans les grandes affaires de pédophilie reconnues, on n'a jamais les personnes arrêtées. Alors, j'ai regardé par exemple en Belgique, tout le monde le connaît, c'est l'affaire Dutroux. D'accord, dans l'affaire Dutroux, moi j'ai commencé à lire les rapports et tout ça par intérêt, qu'un journaliste avait écrit, il avait reproduit tous les rapports et tout ça, tous les trucs. Bon, franchement, le livre m'est tombé des trucs. On peut être con, mais pas à ce point-là. Hein, je vais vous dire, prendre un juge d'instruction qui s'occupait plus comment réparer sa Porsche à moins cher que de s'occuper de l'affaire et qui pourrait passer le plus clair de son temps à être l'avocate de son mari qui était mise en examen. Bon, voilà, bon, sans parler des conneries des flics. Bon. Après, vous avez l'affaire Fourniret. Tu as dit l'affaire Fourniret, c'est très exact, un vénérable maître, bon, bah, d'accord. Alors, on va dire qu'on est complotiste. Bon, seulement là, alors je fais le parallèle simplement très direct avec l'affaire Émile Louis. Hein, c'est l'affaire Émile Louis. Émile Louis, c'est quoi? Hein, Émile Louis, c'est simplement un gars qui avait un bus et qui transportait des gosses. D'accord? Il y a derrière quand même la famille, alors il s'appelle Paul Dunant, hein, qui cache l'affaire, qui a été arrêté. Hein, le gars qui mettait les filles chez lui, on pouvait les torturer, il y avait un prix qui était fixé sur la porte, si tu veux. C'était comme quand tu allais à un bar, tu sais, tu prends une bière à 0. Bon, bah là, la brûlure de cigarette. Voilà. Tous ces gosses-là viennent de l'ASE. D'accord? Ouais. Ça, c'est important de retenir. Tous ces gosses-là viennent de l'ASE. Et ça, c'était un point important. Bon, ce gars-là, il a fait 10 ans de prison. Il a fermé sa gueule, il n'a pas donné de nom de client. 10 ans de prison. Donc voilà, bon, il y a peut-être, alors effectivement, il y a des réseaux. Alors, je ne crois pas un réseau international, un gouvernement mondial de la pédophilie, du genre de truc, sauf à démontrer. Mais il y a des réseaux en France qui utilisent l'ASE, effectivement, pour se servir, ça c'est certain. Et c'est très étonnant que ces dernières années, on n'en ait pas arrêté. Hein, donc ça, c'est un point. Ça va venir, ça va finir. Voilà. Deuxième point extrême que je voudrais dire, parce qu'on est en pleine actualité, d'accord? Monsieur Poutine vient de subir un mandat d'arrêt international hier pour le vol, parce que quand vous prenez vos enfants de manière abusive, c'est du vol d'enfants. Ce n'est rien d'autre. Pour le vol de 6 000 Ukrainiens aux parents, pour les mettre dans des casernes en Russie, pour les russifier, c'est-à-dire leur retirer leurs origines ukrainiennes pour leur mettre leurs origines russes. Il vient d'avoir un mandat d'arrêt international pour 6 000. Nous parlons de placement abusif de 90 000, 70 000, c'est-à-dire entre 10 et 15 fois pire. Voilà. Et j'ai terminé. Bon, en tout cas, Frédéric, là,
ce témoignage-là, il va être important. Il sera en ligne dès demain matin. D'accord? D'accord, Je t'enverrai les réseaux sur lesquels l'entretien il va partir parce que je travaille avec plusieurs réseaux. Et après, d'accord. tu sais que je travaille avec deux web TV, une qui s'appelle Alliance du Peuple, avec qui je travaille, et Mhm. une qui s'appelle Agora TV en Suisse, qui sont des web TV. D'accord? D'accord. Ouais. Mais j'ai la Alors, chance. en Suisse, ils sont plus évolués que nous. Ça leur a coûté 7 millions d'euros à l'enlèvement d'enfants. Je peux te dire que maintenant, il faut gaffe. D'accord. Mais en tout cas, Frédéric, on se donnera peut-être un autre rendez-vous plus tard, si tu avais Oui, si tu veux. autre, un, autre, un autre commentaire à faire, une autre manière de dire les choses, parce que des fois, il faut être répétitif. D'accord? Oui. Donc, en tout cas, Sans souci. Sans d'accord. souci. Ce que je veux, c'est que les parents aient vraiment accès à ça, qu'ils se Mm, disent, bon, j'arrête d'être victime, je mm, suis combattant, je vais me défendre, j'apprends mon droit, parce que un minimum de droit, parce que ça, c'est l'essentiel. D'accord? C'est l'ignorance qui fait de vous des victimes. Je regarde. Bon, le site, on a dessus, mais vous pouvez aller voir ailleurs aussi. C'est pas, je vends pas le site. Mais je regarde, j'apprends mon droit, j'y vais et je récupère mes enfants. Voilà. Et d'accord. plus vite vous vous remontez mentalement, voilà, et plus vite vous allez récupérer vos enfants. Il est anormal que des enfants soient passés par 5 ans, 6 ans. Ça vient aussi là du moment des parents. Alors, on peut, effectivement, je comprends très bien qu'on peut avoir des parents qui sont tout à fait normaux quand ils vivent avec leurs gosses, mais qui subissent cette chose qui est effroyable. Effroyable, j'en ai bien conscience. Mais c'est à eux à se remonter. C'est pas eux qui sont violés, c'est leur gosse. D'accord? Ça, c'est une chose qui est importante. Et ils doivent penser d'abord à l'intérêt supérieur de l'enfant et à rien d'autre. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est vraiment l'essentiel. Et à partir de ce moment-là, il y a ce qu'il faut pour travailler. Les outils sont en place. Ok. Voilà. Bon, ben, ça sera le mot de la fin et je lance le générique. En tout cas, Frédéric, À bientôt. je te remercie beaucoup pour cet entretien et j'espère que ça va circuler. Ok? Merci. À bientôt. Au Salut, revoir. Frédéric. Merci. Salut.